Ce vendredi, le ministre du Budget était devant les députés pour exposer sur l'orientation du budget national. Juste après Ismaël Djoubaté, le secteur privé pour la première fois a pour sa part fait une proposition de collaboration avec l'État. Quant à la société civile, elle a eu le temps de convier les élus du peuple à être plus regardants sur la gestion des biens publics. Pour plus de détails, je vous propose de reportages de Mamadou Sadio Baldé et de Alseni Kamara. Pour l'une des rares fois, le secteur privé a été invité à prendre part au débat sur l'orientation du budget national. Plusieurs propositions sont mises sur table pour minimiser les détournements. Nous aurions souhaité que le maniement d'espèces soit réglementé. Parce que quand il y a trop d'intermédiaires pour prendre l'argent entre les mains des contribuables, pour les verser dans les caisses du trésor public, il y a des dilutions. Est-ce que nous ne pourrions pas envisager, dans la mesure où nous avons aujourd'hui la fibre optique, la télédéclaration et le télépaiement? Les déclarations en ligne et les paiements en ligne se font aujourd'hui dans tous les pays de la sous-région. On n'a plus besoin de ce contact physique entre administrés et fonctionnaires, ça marcherait mieux. La société civile n'a pas fait économie de son temps pour passer des dénonciations subtiles aux propositions de solutions. Les zones d'ombre dans les passations des marchés doivent désormais se faire avec beaucoup plus de clarté. L'État guinéen docile avec les partenaires au développement, souvent négligents à l'égard de ceux de l'intérieur. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus frileux quand il s'agit des missions de la Banque mondiale, mais nos obligations intérieures qui assure la redistribution de la richesse nationale, nous n'en faisons pas une priorité. Je plaide pour que la dette intérieure soit purgée et que ça soit une priorité de son Excellence, Monsieur le ministre du Budget. Le ministre du Budget a écouté toutes les sollicitations de la société civile et le secteur privé. Il dit tenir compte des remarques et des recommandations. Mais lui aussi, il était venu pour se faire écouter sur l'orientation du budget national. Le cadre budgétaire moyen terme de 2019-2021 qui décline l'ensemble des prévisions budgétaires qui prend en compte toutes les hypothèses de cadrage macroéconomique, mais surtout, qui est dans l'esprit du plan national de développement économique et social. Et comment les députés ont perçu l'orientation du budget proposé par le gouvernement si Ousmane Kaba ne rejette pas d'emblée le contenu de l'exposé du ministre du Budget, il n'en demeure pas moins qu'il s'interroge sur la conformité des chiffres confrontés aux réalités du pays. Vous savez très bien que le budget, ce n'est pas seulement la somme des recettes et des dépenses, mais c'est en même temps un instrument privilégié pour traduire la volonté de politique économique du gouvernement. Je vous donne un exemple. Comme en Guinée, on veut de la croissance et de l'emploi, est-ce que la manière dont les dépenses sont effectuées favorise la croissance et l'emploi? Voilà ce que ça signifie. Est-ce qu'on fait les investissements requis? Est-ce qu'on tient compte du secteur privé qui crée des emplois? Encore une fois, vous savez que nous avons un plan de développement économique et social PNDS. Est-ce que le budget qui est fait est cohérent avec ce plan de développement économique et financier? Nous avons des objectifs de lutte contre l'inflation, le chômage, surtout des jeunes. Est-ce que ce qui est dans le budget est conforme à la lutte contre le chômage? Nous voulons préserver l'environnement. Est-ce que c'est traduit dans les chiffres? Ce que nous constatons très souvent, c'est un divorce entre des déclarations et la réalité des dépenses publiques. Et puis le déguerpissement des citoyens qui habitent le site de la décharge publique de Dar es Salaam n'est toujours pas effectif. Les 20 millions proposés à chacune des familles ont été rejetés, vous le savez, et 3 semaines après la conférence du ministre de la Ville autour de ces montants donnés à titre de dédommagement, nous sommes allés faire le constat sans doute. Les concernés sont toujours sur place. Salgassi Mouyaliba et Lamine Silla. Nous sommes au pied de la montagne d'ordures de Dar es Salaam. Une dizaine de personnes a perdu la vie ici l'année dernière. Depuis ce drame survenu en saison des pluies,
Le gouvernement a entamé des démarches pour reloger les 201 familles qui habitent le site de la décharge. Il propose 20 millions à chacune des familles comme mesure d'accompagnement. La proposition est rejetée par les concernés. Nous ne sommes pas d'accord puisque les 20 millions ne l'arrangent pas. Bon, donc, ça c'est difficilement pour les 20 millions puisque, par exemple, pour moi ici, c'est direct ici à 40 ans et quelques. Bon, donc, si moi quitte ici dans 40 ans et quelques, à cause de 20 millions, bon, donc, moi c'est construit ici à 20 chambres et quelques. Bon, donc, avec les garages, mais ici, les garages derrière moi ici, bon, donc, ça ne s'arrange pas. Même les portes et bâtiments pour le véhicule, c'est 6 millions à 7 millions. Bon, donc, si tous les concessions, c'est 20 millions, ça ne s'arrange pas. Nous, normalement, l'argent se laisse avec le gouvernement. Le gouvernement, c'est prendre de l'argent, c'est reconstruire nous hier. Nous nous sommes approchés de plusieurs autres occupants des lieux, mais le constat reste le même. Pas question de quitter les lieux à cause de 20 millions de francs guinéens. Mais on n'a pas refusé de quitter les lieux. Mais on ne peut pas prendre les 20 millions. On n'en a pas besoin. On préfère qu'ils débarrassent les lieux des ordures. C'est ici qu'on connaît. Moi, j'ai 10 petits-fils ici. Toutes nos tentatives pour avoir la version des autorités de quartier ont été vaines. En attendant, les familles continuent à cohabiter avec les ordures malgré les risques que cela comporte. En région crise à Sangaredi autour de la clinique vétérinaire, c'est un édifice de l'État qui serait revendu par les autorités en privé. Un mouvement citoyen de jeunes de la localité s'insurge et dénonce l'acte posé par le sous-préfet qui n'a pas voulu répondre aux questions de notre équipe. Abdoulaye Keita et Salifouli Fossissé nous signent ce reportage. La sous-préfecture de Sangaredi, elle se reconnaît par sa bauxite transportés par des centaines de wagons de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG. La ville ne dispose pas d'édifice étatique véritable. Un des premiers et rares domaines publics est occupé par la clinique vétérinaire de la sous-préfecture, au quartier Limania. Une clinique envahie par le marché et se trouvant dans un état de vétusté avancé. Les responsables administratifs des lieux sont dépourvus de tout moyen. À Sangaredi, vous avez vu combien de fois la population est galopante. Ce qui nous fait mal au cœur, c'est le fait que l'élevage n'a aucune infrastructure d'élevage. Nous n'avons pas de marché à bétail, nous n'avons pas d'abattoir, nous n'avons pas de boucherie. Ça, c'est un handicap pour nous. Dans l'enceinte de la sous-préfecture, un bâtiment est en érection. Un nouveau local qui serait le futur bâtiment des services vétérinaires. Mais les organisations de la société civile ne sont pas convaincues. L'ancien bâtiment serait ainsi revendu par le sous-préfet à un privé. C'est avec une grande désolation que nous avons appris les rumeurs sur une possible tentative de vente du domaine public abritant la clinique vétérinaire de Sangaredi qui est derrière nous. Ce terrain et le bâtiment qu'il abrite étant du domaine public, ces derniers sont réservés pour et à l'usage exclusif des citoyens. Par conséquent, ils ne peuvent faire l'objet de vente ou d'achat par une tierce personne ou par une quelconque entreprise privée. L'association Jeunesse Paix Développement de Sangaredi dénonce les pratiques et interpelle les autorités à protéger ce domaine public. Par ailleurs, nous, Jeunesse de Sangaredi, restons mobilisés et entendons user de tous les moyens juridiques et réglementaires accordés par notre pays pour protéger le droit des citoyens de Sangaredi à disposer de domaines publics pouvant servir aux besoins de la communauté. Vive la jeunesse soucieuse et responsable de Sangaredi, vive la gouvernance participative, vive la justice et l'état de droit. Si la délocalisation des services vétérinaires est une nécessité, ce bâtiment pourrait pour autant servir à une boucherie ou à une pharmacie vétérinaire en lieu et place d'être revendu au privé.
Ailleurs dans le monde, dans le nord de l'Éthiopie, proche de la frontière érythréenne, le peuple irobe s'inquiète que ces terres reviennent prochainement à l'Érythrée en échange de paix après la guerre de 1998-2000 sur la délimitation de la frontière. Une commission internationale indépendante avait déterminé que certaines villes de la région appartenaient à l'Érythrée, mais l'Éthiopie n'a jamais voulu reconnaître cette décision. Suivez. Ici à Alitena, à quelques kilomètres de la frontière érythréenne, les habitants sont inquiets. Cette région au nord de l'Éthiopie est en majorité habitée par le peuple irobe. Depuis l'annonce du Premier ministre le mois dernier de respecter la frontière décidée par une commission internationale, les habitants ont peur de voir leur famille divisée. Cette décision va diviser la population. Si des frères sont séparés, ça va poser des problèmes. C'est pas comme ça qu'il y aura la paix. Les signaux en faveur de la paix entre les deux pays ont été accueillis avec enthousiasme dans la capitale Addis Abeba. Mais ici, en territoire irobe, rare bastion du catholicisme éthiopien, on craint de nouveaux conflits avec les Érythréens. Nous voulons la paix, mais nous pensons que ça peut se faire sans donner des terres. Ça devrait être comme avant, quand les frontières n'étaient pas source de conflits. Pour l'heure, aucune terre n'a encore changé de main. Pour certains irobes, la paix est aussi signe d'opportunité. En ouvrant les routes entre les deux pays, le commerce pourrait être relancé. Pour d'autres, ce serait une occasion rare de retrouver des membres de leur famille disparus pendant les conflits. Depuis qu'on a appris la nouvelle, on est collé à notre télévision. Si les deux pays font vraiment la paix, peut-être que mon mari reviendra. Son mari, accusé d'avoir donné de la nourriture aux Éthiopiens pendant la guerre, avait été arrêté par les Érythréens et n'a plus jamais donné signe de vie. L'espoir renaît dans cette frontière oubliée. Nichés au sommet des montagnes du Lesotho, les skieurs et snowboarders du monde entier se côtoient dans l'une des principales stations de ski d'Afrique qui espère s'imposer comme une destination de sport d'hiver alternative de premier lieu. Non, ce n'est pas une petite station des Alpes à la mi-saison. Nous sommes ici au sommet des montagnes du Lesotho. À 3222 mètres d'altitude se trouve Afriski, la principale station de ski d'Afrique subsaharienne. Un tout petit domaine skiable très isolé qui attire touristes et jeunes sportifs en quête de rêve olympique. Nos clients européens et américains qui descendent ici, ils viennent généralement parce que c'est une destination unique. Ils ne viennent pas ici parce que c'est 1 kilomètre de ski, ils ne viennent pas ici parce qu'ils s'attendent à des montagnes massives, ils viennent ici parce qu'ils se disent « c'est génial, du ski en Afrique ». Cette bande blanche d'1 kilomètre constitue la principale piste d'Afriski, idéale pour les débutants, mais pas que. Connor Wilson est un skieur professionnel sud-africain. Il a participé aux Jeux Olympiques de 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud. Il s'entraîne ici quelques semaines chaque année. Afriski m'a été d'une grande aide dans mon entraînement. Je ne pense pas que je serais allé aux Jeux Olympiques d'hiver sans eux. Bien sûr, en Afrique du Sud, nos stations ne sont pas aussi grandes que celles à l'étranger. Mais tenant compte du fait que nous sommes en Afrique, je pense qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Pour une journée sur les pistes, il faut compter 50 € par adulte, forfait et équipement compris. Un luxe inaccessible pour les habitants du Lesotho, où le salaire moyen est d'un peu plus de 90 € par mois. Tabang Moubari, lui, est un privilégié. Ce jeune garçon skie ici depuis l'âge de 3 ans, grâce à son père, Ernest, employé de la station. Je rêve qu'un jour il puisse être comme Connor Wilson, car il s'entraîne parfois avec lui. Il lui apprend à skier très bien. Alors peut-être qu'un jour il deviendra un grand champion de ski. Mais quelles que soient les traces que Tabang suivra, tous ici rêvent d'une participation du Lesotho aux Jeux Olympiques d'hiver. En bref, et en image autour du cou, noué à une bretelle du sac à dos accroché au rétroviseur, le foulard vert est omniprésent à Buenos Aires et s'est imposé comme le symbole de la lutte pour le droit à l'avortement. Le projet de loi légalisant l'avortement a été adopté le 14 juillet par les députés et sera soumis au vote des sénateurs le 8 août prochain.
Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.